Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les chrétiens, aussi bien protestants que catholiques, manifestaient contre les mesures prises par le régime nazi et qu'il y a eu l'événement de la nuit des longs couteaux et nous allons reprendre là. Pour ce mois de juillet, le consul général de France à Dresde raconte l'accueil élogieux de l'arrivée de l'équipe de water-polo française, arrivée à Berlin fin juin. À leur arrivée dans le stade, les Français conduits par le populaire Padoue, capitaine de l'équipe de water-polo, furent applaudis cordialement. Les couleurs françaises furent hissées les premières, et les 10 000 spectateurs, debout, leur ont adressé de leurs bras droits tendus le salut hitlérien qui s'est prolongé aussi longtemps que l'orchestre jouait la Marseillaise. Petite information, les Allemands sont respectueux, même envers les Français. Ils font bien la différence entre la politique et les autres événements, comme là, un événement sportif. Et ils sont très respectueux des hymnes nationaux ou des drapeaux des autres pays. Le 1er juillet 1934, exécution de Ernst Röhm dans sa cellule dans le camp de concentration de Dachau. Le 2 juillet, le président Hindenburg félicite Hitler d'avoir étouffé dans l'œuf les intentions des traîtres. Par la suite, le général von Blumberg, ministre de la guerre, félicitera à son tour Hitler. Donc quand je dis Hitler, c'est Hitler et Göring. Victor Lutz est nommé chef d'état-major de la SA pour remplacer Ernst Röhm. Le 3 juillet, promulgation par le ministre de la Justice Franz Gürtner d'une loi à effet rétroactif légitimant la purge du 30 juin en tant qu'acte de légitime défense de l'État. Par un ordre du jour, le général de la guerre von Blumberg appelle l'armée à témoigner au chancelier Hitler sa reconnaissance par son dévouement et sa fidélité. Le 3 juillet également, visite à Hitler de Rama VII, souverain du royaume de Siam. Et également le 3 juillet, promulgation de loi interdisant le mariage entre les Allemands de souche et les individus de race étrangère ou de sang allemand déficient. Le 4 juillet, Theodor Eicke est nommé inspecteur des camps de concentration et chef des gardes. Il est chargé de la supervision de tous les camps de concentration sur le territoire du Reich et commence à développer une deuxième unité SS pour garder les camps, avec l'aide des anciens gardes des camps. Vous l'avez compris, les SS prennent la tête des camps de concentration qui jusque-là étaient sous commandement SA et sous l'État bien évidemment. En sachant qu'il y avait déjà quelques camps tenus par les SS en Bavière et en Prusse. Là, c'est la totalité des camps qui passent sous commandement SS et les SS forcément manquent d'hommes, ils n'ont pas assez d'hommes et les hommes ne sont pas formés pour garder des prisonniers. Donc tout simplement, les SA qui surveillent les camps deviendront des SS avec un statut bien à eux. Pour information, déjà dans la SS, quasiment 95% des SS sont d'anciens SA. Cela ne change pas vraiment la donne. Le 5 juillet, en Roumanie, dissolution des organisations nazies de la minorité allemande. Le 7 juillet, Hitler demande au chef de la chancellerie du Reich, Hans-Heinrich Schlammer, de convaincre Franz von Papen de démissionner de son poste de vice-chancelier et d'accepter le poste d'ambassadeur au Vatican. Von Papen refusera. Le 13 juillet, discours de Hitler devant le Reichstag, en gros pour expliquer un peu l'événement de l'exécution des SA. Et lors de ce discours, entre autres, Hitler dit « Il faut que notre nation sache que nul ne pourra impunément menacer son existence. Nul n'est censé ignorer à l'avenir qu'il est voué à une mort certaine s'il cherche à porter un coup à l'État.
Il faut que tout national-socialiste sache que rien ne saurait le soustraire à sa responsabilité individuelle et par là même à la peine qu'il encourt. Et ceci, quel que puisse être son grade ou son poste. Donc cela aura le pouvoir de calmer la SA et de faire revenir le calme en Allemagne. Hitler profite également de son discours pour annoncer le nom de quelques personnes exécutées lors de la nuit des longs couteaux. Et il avoue qu'il y a eu de l'abus dans certains assassinats. Et il annonce que des enquêtes seront lancées et qu'il y aura des sanctions. D'après les historiens, Himmler protégera les SS et il arrivera à faire que Hitler laisse tomber l'affaire. Mais j'ai quand même trouvé une personne sanctionnée pour des meurtres qu'il aurait commis lors de la nuit des longs couteaux, ou du moins il aurait donné les ordres. C'est le Oberratsschnittführer de Silésie, Udo von Wurz. Ce personnage, après enquête, fut limogé en 1935 pour justement avoir commis des assassinats lors des événements du 30 juin 1934. Ce monsieur sera réactivé par Himmler en 1939 avec le grade d'Obergruppenführer, c'est l'équivalent de général. Et ce monsieur, justement, en 1939, aura pour rôle de commander des unités de police pour mater les insurrections polonaises derrière les lignes de front. Sur le passage de ce monsieur, il y aura énormément d'exécutions et de nombreux pogroms contre les juifs. C'est le seul personnage trouvé dans les livres d'histoire ayant eu une punition survenue après la nuit des longs couteaux. Le 17 juillet, Franz von Papen démissionne de son poste de vice-chancelier. Le 20 juillet, la SS, qui était alors sous ordre de la SA, devient une organisation autonome. Donc là, Himmler est le seul chef de la SS et il peut en faire ce qu'il veut. Il faisait pas mal de choses avec la SS, mais il était sous les ordres de Röhm. Et là, maintenant, il peut façonner son bébé comme il le veut. Comme déjà dit, un hors-série sera fait sur la SS, mais cela sera fait dans un futur lointain. Par la même occasion, en ce mois de juillet, Himmler est chef de la Gestapo et comme Himmler a des SS dans toutes les régions, la Gestapo sera également dans toutes les régions. Au début, Frick n'est pas trop d'accord, il dit que les autorités allemandes ne doivent pas collaborer avec des personnes n'appartenant pas à l'administration, mais finalement il changera d'avis parce que Göring dira que c'est temporaire. N'oublions pas que la Gestapo est à l'origine le bébé de Göring qu'il a remis à Himmler. Finalement, cela se passera bien parce que Frick demandera à ce que les rapports des Gestapo des régions lui reviennent et la Gestapo travaillera avec les Gauleiter en leur donnant leur rapport de ce qui se passe. N'oublions pas que la Gestapo est habilitée à arrêter des gens, à les envoyer dans des camps ou en prison, simplement parce qu'ils sont suspectés. Donc le fait que tout le monde reçoit les rapports et que tout le monde sait ce qui se passe à tout moment, cela calme les tensions et tout le monde se dit que finalement la Gestapo fait du bon travail. Et également, le SD, le service de renseignement de la SS, deviendra le service de renseignement intérieur de l'Allemagne. Et le service de renseignement de l'armée fera tout ce qui est service de renseignement extérieur. Le 25 juillet, tentative de putsch nazi en Autriche. C'est le chef du parti nazi en Autriche, Theodor Habicht, et le chef des SA Hermann Resny qui organise ce putsch. Pour information, Theodor Habicht, c'est un ancien communiste qui est passé du côté nazi. Les putschistes prévoyaient de capturer les membres du gouvernement Dollfuss lors d'une réunion et de les remplacer par un nouveau cabinet sous la direction d'Anton Rittelen, qui était partisan des nationaux socialistes. Le gouvernement autrichien sous Dollfuss était devenu totalitaire et les putschistes espéraient que le gouvernement en question ne serait plus considéré comme légitime par la population, la police et l'armée. Donc ils ont pensé que c'était le bon moment. Et forcément, comme pour l'Allemagne,
la police et l'armée sont infiltrés par des nazis et ils s'imaginent que les nazis infiltrés pourront influencer leurs camarades. Et le but de cela était forcément de rattacher l'Autriche à l'Allemagne, que l'Autriche serait devenue aussi un gouvernement nazi. Donc là, nous savons que Hitler était au courant, il n'a pas été surpris. La question c'est, est-ce que c'est lui qui a imaginé ce plan, ou est-ce que les nazis autrichiens se sont dit « Tiens, nous avons l'occasion » et Hitler aurait dit « Allez-y, foncez ». Ça, nous n'avons pas de réponse, mais ce qui est sûr, c'est que Hitler était au courant et qu'il a laissé faire. Le putsch échouera parce que rien ne se passera comme prévu. Justement, il y a eu la nuit des longs couteaux et les SA sont encore choqués par ce qui s'est passé et ils ne sont plus trop motivés à soutenir le parti en Autriche. Il y a des SA qui vont se soumettre à l'autorité d'Hitler et deviendront des unités SS, et c'est eux qui frapperont. C'est la Standard 89, et il y aura justement des embrouilles entre ceux qui resteront SA et ceux qui deviendront SS. Ceux qui deviendront SS seront vus comme des traîtres, et cela créera de gros problèmes pour le putsch. Donc ce qui se passe, c'est que le 25 juillet, le commando de la Standard 89 pénètre dans la chancellerie, alors en plein conseil des ministres. Prévenus, la plupart des membres du gouvernement quittent l'édifice avant l'assaut. La Standard 89, sous les ordres d'Otto Planeta, un ancien officier de l'armée autrichienne, réussissent à atteindre le chancelier Dollfuss. Dans la confusion, il y a des échanges de coups de feu et Dollfuss est touché par 2 balles. Il est gravement blessé et les SS présents ne lui accordent aucune aide médicale et Dollfuss réclamera également un prêtre et cela lui sera refusé. Le chancelier Dollfuss mourut de ses blessures 3 heures plus tard. Dans la journée, des militaires, des policiers et une milice paramilitaire assiègent la chancellerie. Le soir même, les putschistes se rendent contre la promesse qu'ils seraient escortés vers l'Allemagne. Mais comme Dollfuss a été tué, le gouvernement autrichien s'estime libéré de cette promesse. 7 putschistes, dont l'ancien officier Planeta, furent condamnés à mort et exécutés. Pendant ce temps, dans les autres villes d'Autriche, beaucoup de nazis interprétèrent les événements de Vienne comme le signal d'un soulèvement. Et des combats éclatent entre les SA, les SS et l'armée et la police. Pendant ce temps, Mussolini envoie plusieurs divisions sur le Brenner et il est prêt à envoyer des unités en Autriche si le calme ne revient pas. Mussolini dira « Le national-socialisme en Allemagne représente la barbarie sauvage et ce serait la fin de notre civilisation européenne si ce pays d'assassins et de pédérastes devait submerger le continent. » Encore une fois, Mussolini, à cette époque, c'est plutôt l'homme fort de l'Europe. Donc là aussi, les nazis d'Autriche se calmeront parce que ils se disent que l'Italie pourrait rentrer en guerre contre eux. Par la suite, le ministre de l'Éducation Kurt Schügning, qui a été élu chancelier suite à la mort de Dollfuss, étouffe les révoltes en Autriche. Comme dit précédemment, le putsch a principalement raté parce que, à Vienne, l'ASA n'a pas soutenu la SS. La haute cour du parti intenta au chef de la SA autrichien, Rechny, un procès pour trahison du projet de coup d'État. Mais sur intervention d'Himmler, l'affaire aboutit en un non-lieu. Ce n'est qu'en 1938, lors de l'Anschluss, que Himmler mandatera une enquête sur les événements de juillet 1934, appelée la Commission historique du Reichsführer SS sur le soulèvement des nationaux socialistes autrichiens en juillet 1934, sous la présidence de Heydrich. Le rapport conclura que l'ASA autrichienne avait considéré la reprise de la Standard 89 par la SS comme une trahison et que les SA ne soutiendront pas les SS. Et le rapport dira également que les putschistes n'avaient accordé que peu d'attention à la préparation du putsch. Cela c'est pour Vienne parce que dans les autres régions d'Autriche, les SA et les SS seront main dans la main pour lutter contre l'armée et la police.
et l'hypothétique intervention des Italiens calmera également beaucoup de SA et SS en Autriche. Pour information, après l'Anschluss, il y aura des commémorations nazies pour le putsch raté de 1934, comme pour le putsch raté de Munich de 1923. Et pour information, certains disent que Dollfuss a été assassiné sur ordre parce qu'il faisait des recherches sur les origines d'Hitler en Autriche et plus particulièrement sur sa grand-mère. Comme dit dans les vidéos précédentes, nous ne connaissons pas son grand-père. Donc Alois Hitler, le père d'Hitler, a bien eu une mère et un père, mais le père qui l'a reconnu ne l'a pas reconnu de son vivant. Donc le soi-disant grand-père de Hitler n'a pas reconnu le père de Hitler de son vivant, et une fois qu'il est mort, bien des années après, des témoins sont venus pour dire que ce monsieur était bien le père d'Alois Hitler, et en gros, ils l'ont reconnu. Donc une histoire étrange. Pour cela, je vous renvoie au hors-série sur Alois Hitler. Forcément, si à notre époque nous trouvons cette histoire douteuse, il faut vous dire que dans les années 30, c'est la même chose. Dollfuss a un doute sur les origines d'Hitler et il recherche les origines d'Hitler pour justement le discréditer aux yeux du peuple allemand. Et Dollfuss a dans l'idée que, comme la grand-mère d'Hitler était une servante et qu'elle travaillait dans des familles de bourgeois, le grand-père d'Hitler serait un des maîtres de maison dans laquelle sa grand-mère a travaillé. Et principalement, ce que Dollfuss essaye de démontrer, c'est que le grand-père d'Hitler est juif, donc cela détruirait automatiquement Hitler, parce que son cheval de bataille, c'est d'être contre les juifs. Mais cela ne sont que des suppositions, nous ne savons pas qui est le grand-père d'Hitler, et nous ne savons pas réellement pourquoi Dollfuss a été abattu ce jour-là. C'est possible que ce soit qu'un accident lors d'un échange de coups de feu pendant le putsch. Le 30 juillet, Franz von Papen devient ministre plénipotentiaire à Vienne. Il a accepté ce poste parce que Franz von Papen a de bonnes relations avec l'Autriche. Et là, il faut calmer le jeu. Et il préfère être en Autriche qu'au Vatican. Il va œuvrer durant plus de 3 ans et demi à normaliser les relations germano-autrichiennes et à préparer un Anschluss en douceur. Il sera très efficace à ce poste. Le 31 juillet, Hjalmar Schacht, parallèlement à ses fonctions de président de la Banque centrale du Reich, devient ministre de l'économie. C'est une personne très compétente. Beaucoup de personnes après la guerre feront ses éloges pour tout ce qui touche l'économie. Et Hitler lui donne l'ordre en gros de ne pas regarder à la dépense pour le réarmement. Pour en revenir sur Hitler et l'économie, Hitler c'est un dépensier. Donc pas un dépensier impulsif qui dépense dans tout et n'importe quoi. Il vit plutôt modestement, mais il n'hésite pas à donner de l'argent pour des cadeaux, des anniversaires, etc. Beaucoup de gens pourraient dire que comme il gagne beaucoup d'argent, il peut se permettre, mais il faut savoir que quand il n'avait pas beaucoup d'argent, il faisait la même chose. Nous avons un exemple, lors d'un repas pour le secours d'hiver, les gros riches et les gros industriels étaient rassemblés pour justement faire de gros chèques pour le secours d'hiver, donc un gala de charité. Les personnes présentes devaient remplir un cahier avec la somme qu'ils donnaient. Hitler a attendu que tout le monde ait inscrit le chiffre qu'il voulait donner et Hitler prendra le cahier et lui, avec son chiffre, rajoutera 2 zéros et il fera que cela se sache. Et lorsque les personnes présentes verront la somme qu'Hitler a mise, ils rajouteront des zéros également à leur donation. Et un autre exemple, nous savons grâce au majordome d'Hitler que lorsque il était en visite en Allemagne, donc il y avait son convoi, donc son convoi c'était à peu près 2-3 véhicules, et il partait d'un point A pour aller à un point B. Sur la route, 2 ouvriers faisaient
du stop pour pouvoir aller travailler dans la ville voisine. Et en voyant le convoi, ils ont arrêté de faire du stop parce que se sont dit qu'ils n'allaient pas être pris. Et Hitler les avait vus de loin. Il fera arrêter les véhicules et il prendra dans son véhicule les 2 autostoppeurs. Il discutera de leurs conditions de travail, etc. Et lorsqu'il les dépose, il leur dit que la prochaine fois, ils devraient penser à prendre leur manteau parce que le temps annonçait de la pluie. Un des ouvriers dira à Hitler qu'il était au chômage depuis très longtemps et lorsqu'il obtiendrait sa première paye, il s'achèterait un manteau. Et Hitler donnera son manteau à cet ouvrier. Donc là aussi, c'est juste une histoire racontée par son majordome, ce n'est pas de la propagande où il y avait des journalistes pour filmer l'événement, c'est vraiment la mentalité d'Hitler. Donc il donnera son manteau sans penser que forcément il devra en racheter un, etc. Comme déjà dit, Hitler est assez impulsif, il réagit à l'émotion. Là, forcément, pour donner de l'argent ou des choses, c'est la même chose. Et pour sa gestion de l'État, c'est pareil. Il va le demander à Hjalmar Schacht certaines choses et il ne va pas se préoccuper de l'argent, de combien ça coûte. Après, il ne faut pas croire que Hitler est mégalomane non plus. Généralement, quand il demande quelque chose, il sait que c'est possible, mais il ne va pas s'embrouiller à discuter avec les gens de toutes les contraintes possibles et imaginables. Ça, après, c'est leur problème. Et il y a même des histoires où des fois, pour un certain projet, Hitler peut donner des millions, voire des milliards de Reichsmark en disant « Ne dites rien à Hjalmar Schacht, sinon il nous fera une attaque cardiaque ». Pour ce mois de juillet également, il y aura une visite de Japonais au président Hindenburg. Il faut savoir que le président Hindenburg est très connu au Japon, c'est limite une star. Il est connu comme un excellent stratège militaire et un excellent politicien. La visite concerne le prince et son épouse, accompagnés de l'ambassadeur japonais, le vicomte Kintomo Mushakoji. La visite est effectuée dans l'éventualité d'un durcissement des relations russo-japonaises. D'après les informations, ils ont juste rencontré Hindenburg et ils n'ont pas rencontré Hitler. Nous arrivons à la partie du journal intime de Goebbels. Ce sera un peu long par rapport aux autres vidéos parce que il y a beaucoup de choses à dire suite aux événements de la nuit des longs couteaux et du putsch raté en Autriche. Goebbels revient sur les événements de la nuit des longs couteaux, forcément. Cela s'est passé le 30 juin et quand il écrit son journal intime, c'est toujours le lendemain ou quelques jours après. Donc il dit « Vendredi, je reçois un coup de fil d'Essen, départ immédiat pour Godesberg. C'est donc parti. Encore un peu de travail à Berlin, puis je pars. Grohe m'accueille à Engelach. Il faut agir. Le Führer arrive à 4 heures. Il est très grave. Il me fait sur le champ un récit complet. Il passe à l'action samedi contre Rome et ses rebelles, dans le sang. Ils doivent savoir que la révolte a un coup mortel. J'approuve, puisqu'on en est là. Il faut agir brutalement. Il y a des preuves que Rome complotait avec François Poncet, c'est l'ambassadeur français, Schleicher, l'ancien chancelier, et Stresser. Donc, à l'action. Une fois sa décision prise, le Führer est très calme. Nous passons la journée à régler des affaires courantes. Personne ne doit rien remarquer. Je m'entretiens avec Lutz, le nouveau chef d'état-major. C'est un homme sûr. Le soir, retraite du service du travail. Le Führer, étendu mais totalement maître de lui. Nous ne parlons pas. Coup de téléphone de Berlin. Les rebelles se préparent. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Magda et les enfants sont ramenés de Kladow à Berlin sous protection policière. Puis je prends le vol Engelach-Munich. Arrivé à 4 heures du matin, la situation est grave. Samedi, je me rends au ministère de l'Intérieur dès mon arrivée. Wagner arrête Schneehuber et Schmid, que le Führer dégrade lui-même, puis départ pour Wysse. Déroulement chronologique. Arrestation à Wysse, opération rondement menée, le chef est brillant, Hein est pitoyable, on l'a surpris avec un jeune garçon.
Röhm est mis aux arrêts, le tout sans incident. Retour à Munich, en chemin, chef SA. Au ministère de l'Intérieur à Munich, rumeur alarmante. Mais tout est calme. Le chef est avec Killinger, tout va bien, discours devant les chefs SA, de nouvelles règles pour le parti. L'impression est fabuleuse, manger un morceau, puis appel au peuple. Pas une minute de sommeil. Coup de téléphone de Berlin. Stresseur mort. Schleicher mort. Bose mort. Klausener mort. À Munich, 7 chefs SA ont été fusillés, dont Ernst, exécuté à Berlin, juste châtiment. Retour à Berlin, le Führer sort grandi de l'épreuve. Accueil grandiose, enthousiasme général, Göring fait son rapport. À Berlin, tout s'est passé conformément au programme prévu. Aucun incident, sauf que Madame Schleicher est également tombée. C'est regrettable, mais on n'y peut rien changer. À la maison, je fais un compte-rendu à Magda. Elle est heureuse de mon retour. Dimanche matin, tout est en ordre. Le peuple est tranquille et tout le monde est enchanté. Hitler a pris une dimension colossale dans l'opinion. Nous avons décapité le fléau. Le cauchemar s'éloigne de nous. La presse étrangère est relativement bonne. La crise est surmontée. Je parle ce soir à la radio. Le lendemain, on a maintenant une vision d'ensemble. Les événements se sont succédés à une vitesse dramatiquement spectaculaire. Le Reich était au bord du gouffre. Le Führer l'a sauvé. Dimanche, je me rends directement chez le Führer à midi. Il va bien, mais il est un peu pâle, en raison des sentiments de responsabilité et d'amertume qu'il porte en lui. Göring fait son rapport. Les exécutions sont pratiquement terminées. Quelques-unes sont encore nécessaires. C'est dur mais indispensable. Ernst, Stresser, Sander, Detten morts. Encore un dernier effort et tout est fini. C'est une décision difficile. Mais il n'y a pas moyen de l'éluder. Il faut obtenir maintenant la paix pour les 10 années à venir. Je reste tout l'après-midi auprès du Führer. Je ne peux pas le laisser seul. Il souffre beaucoup, mais reste ferme. Les condamnations à mort sont décidées avec une extrême gravité, une 60aine en tout. On donne à Röhm un pistolet et on lui accorde 2 fois de suite 10 minutes de délai. Comme il ne les utilise pas, il est alors abattu. Tout s'achève ainsi. Le peuple est entièrement de notre côté. Un enthousiasme sans borne submerge le pays. Les rebelles se sont totalement trompés en jugeant la population. Le soir, je me rends à la radio pour une allocution de 20 minutes, retransmise dans le monde entier, même en Amérique. Le Führer est très aimable avec Magda et moi. Göring aussi, d'ailleurs, qui reste là toute la journée. Les nouvelles arrivent régulièrement. Dietrich rend compte des exécutions. Il est livide. Nous n'avons pas vocation à être des bourreaux. Lourde tâche. On découvre des abominations toujours plus nombreuses au sujet de Röhm. Cela vous ôte toute pitié. Le vieux monsieur est totalement de notre côté. Donc le vieux monsieur, c'est Hindenburg. La presse étrangère n'est pas si mauvaise que je l'avais craint. Lundi, retour à la routine. Pas de véritable repos. Dans la rue, le peuple exulte. Il nous est totalement acquis. Funk fait un compte rendu détaillé sur Neudeck. Le vieux monsieur a eu un comportement exemplaire. Même dans le cas de Schleicher et de Papen, un authentique soldat. Par la suite, Goebbels dit que certaines grosses têtes SA viennent lui demander de l'aide. Ensuite, chez le Führer, de nouveau une nuée de nouvelles. L'opération est achevée. Liste des 60 exécutés. Minute redoutable. Télégramme prodigieux de Hindenburg au Führer. Vous avez sauvé l'Allemagne. Le vieux monsieur est admirable. Les fusillades cessent à présent. Et la SA ne doit pas être trop brisée, surtout par la police. La presse étrangère se fait un peu plus ignoble. Par la suite, il nous parle de von Papen. Il dit « Papen est totalement effondré. Il demande la permission de s'absenter. Nous attendons tous qu'il démissionne. Tous ces gens ont été tués, y compris Edgar Jung. Il l'a bien mérité. » Il parle également des lois, 32 lois, que de la camelote, totalement dérisoire dans ces circonstances.
Pour information, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, beaucoup de lois sont votées et rentrent en vigueur en juillet. Par la suite, il nous faut à présent remonter quelque peu l'ASA, d'où mon échange de télégrammes avec Lutz. La presse étrangère déverse à présent ses calomnies hystériques. Elle s'est remise de son premier moment de peur, tout est maintenant sans dessus-dessous, nous sommes décriés de tous côtés. Il est plus que temps que le Führer parle, que la liste des condamnés et la masse des pièces à conviction soient présentées et publiées. Et cependant, il faut se boucher les oreilles et garder son sang-froid. Cela aussi va passer. Au demeurant, l'étranger est contrarié que le complot ait échoué. D'où cette explosion de fureur. Goebbels nous parle également du discours d'Hitler au Reichstag. Le soir, à 8h au Reichstag, un grand jour. Le Führer parle presque 2 heures au monde entier. Une confession bouleversante. Il expose l'affaire dans sa totalité. Les larmes viennent aux yeux. Grand Hitler. Göring se fait l'interprète de notre fidélité. Heure sublime. Le peuple est en délire. Orage purificateur. Dans la soirée, je reste tard encore chez le Führer. Il est épuisé. À présent, en vacances, nous regardons quelques films pour nous détendre. Tout le monde est là. Göring, Hess, Lutz, ce bon Führer. Ensuite, le lendemain, il a une presse magnifique aujourd'hui. Même l'étranger ne lui marchande pas son admiration. Un autre jour, il dit « bavarder chez le Führer ». Il critique sévèrement Frick, sinon parler de tout et de rien. Donc certainement que Hitler critique Frick parce que Frick, justement, essaye de mettre des bâtons dans les roues aux libertés de la Gestapo. Ce n'est qu'une supposition parce que Goebbels ne précise pas en quoi Hitler critique Frick. Ensuite, Goebbels nous parle du putsch en Autriche. Chez le Führer, alerte en Autriche. La chancellerie et la Ravag sont occupées. Grand chambardement, tension extrême, effroyable attente. Je reste circonspect. Pfeffer est de son côté totalement optimiste, de même que Habicht, attendre et voir. Pour information, j'en avais déjà parlé dans le hors-série de Pfeffer von Salomon, c'est lui le lien entre les putschistes et Hitler. Je continue. Appel téléphonique incessant de Berlin. Vienne est paralysée. De nouvelles alertes. La Ravag est perdue. Dollfuss et Fey ont été capturés. Puis, Dollfuss est mort. Puis, reddition des révoltés avec les honneurs. Puis, victoire du gouvernement. Perdu. Habicht a dit n'importe quoi. J'arrête en toute hâte. Un rapport insensé de Pfeffer. Les nouvelles se précipitent. Le ministère de la propagande travaille bien. Celui des Affaires étrangères dort déjà. Le ministre plénipotentiaire allemand à Vienne est rappelé. Il a commis une bêtise sans nom en se mêlant des affaires intérieures autrichiennes. La frontière est fermée. Quiconque la franchit est arrêté. Impossible de faire autrement. Pfeffer et Habicht se font tout petits. Le Führer reste impavide. De nouveaux plans sont échafaudés. Dollfuss éliminé. Affaiblissement considérable du gouvernement autrichien. Le lendemain, hurlement de la presse étrangère. Il fallait s'y attendre. C'est même le cas de la presse italienne. Gênant. Que serait-ce si Pfeffer avait continué de se déchaîner? Rintelant a tenté de se donner la mort. Il est gravement blessé. Plus tard, Habicht et Pfeffer sont là. Ils se font tout petits. Rapport presque incroyable sur le putsch. Papen est nommé ministre à Vienne. J'impose le rappel de Habicht. Les rumeurs les plus insensées ont libre cours. Les plus ignobles sont le fait des Italiens. Ils ont déjà des troupes à la frontière. Rappel de rite. Je donne à la presse allemande la consigne de répliquer à la presse italienne. Le soir, Göring hérite. Ce dernier fait un rapport détaillé. Imbroglio invraisemblable. C'est la politique du revolver à Vienne. Pauvre Autriche. Il est pourtant vrai que la politique pourrit le caractère. Risque d'intervention des grandes puissances. Conversation téléphonique avec Rome. Nous préparons notre riposte. Tard dans la soirée, le danger décroît. Cela
Nous ne l'oublierons jamais de la part de Rome. Par la suite, discussion avec le Führer et Papen, réconciliation, photographie pour les journaux. Toujours de nouvelles péripéties, impossible de toutes les consigner. Des combats à Styrie, donc en Autriche, mais sans importance. Le soir, Hitler parle de l'avenir. Il a une expression prophétique, l'Allemagne maîtresse du monde. Une mission qui pourrait durer un siècle. Göring se joint à nous. Le lendemain, la presse italienne gagne en ignominie. Elle ne veut pas de paix. Par la suite, la presse italienne se déchaîne de façon effroyable. Un parfait pacifisme. C'est fini avec l'Italie. La vieille déloyauté. Intérieurement, le Führer en a déjà terminé avec cela. Entretien avec le général Muff, attaché militaire à Vienne. Il est le seul de nos gens à voir clair. Habicht et Fraufeld continuent de mentir imperturbablement. Je ne peux plus entendre ce genre de choses, et je rentre à la maison, les montagnes de travail m'y attendent. Vers le soir, j'ai un long débat avec le Führer. Il a fini par rompre avec Rome. Il veut maintenant s'appuyer plus fortement sur la Yougoslavie. Le Führer est très grave. Il y a eu en Autriche un très lourd sacrifice de sang. On a peine à se l'imaginer. Nous en souffrons tous beaucoup. Le lendemain, Rome continue de se déchaîner. Télégramme de Carinthie. Nos gars sont complètement encerclés. Des centaines de morts. Habicht est enfin viré par Hitler. Göring et moi lui donnons le coup de grâce. La Légion est dissoute, de même que l'inspection territoriale. En Autriche règne la pire des pagailles. Crise de rage contre l'Italie. Le soir, réexaminer la question de la Yougoslavie, tournant décisive. Mieux vaut la déloyauté maintenant que de la constater une nouvelle fois lors d'une guerre. Par la suite, l'Italie continue ses vilenies. Nous réglerons un jour nos comptes avec elle. À Vienne commencent les procès, effroyables pour nos braves garçons. Le soir, chez le Führer, il a pris son parti contre l'Italie. Cap sur la Yougoslavie, et avec toutes les conséquences que cela implique. Il s'inquiète au sujet d'Hindenburg. Il va mal. Mais tout est prêt. Aussitôt après sa mort, la Reichswehr et le cabinet proclameront le Führer comme son successeur. Puis, le Führer en appellera au peuple. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.